Bonjour à tous, Guillaume Arel, je suis analyste de données chez Kipling et je vais vous présenter aujourd'hui une synthèse des résultats de l'étude de santé à laquelle vous avez participé. La présentation va se découper en trois grandes parties, une partie sur l'activité physique, une partie sommeil et on terminera par le stress. Peut-être vraiment avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la population participante à l'étude. Donc il y avait 201 inscrits pour environ 80% d'hommes et 20% de femmes parmi les participants. Pour les tranches d'âge des participants, on va dire qu'on avait environ 2/5 de la population qui se situe entre 17 et 30 ans, et les 3/5 restants se répartissent de manière uniforme entre 30 et 40 ans, 40 et 50 ans, et 50 ans et plus. Pour le département d'origine des participants, on voit qu'on a 88 participants qui sont issus du Finistère, 47% du Morbihan, 42 des Côtes-d'Armor et 24 de l'Île-et-Vilaine. Donc voilà, on peut passer maintenant à la partie sur l'activité physique. Donc pour rappel, votre activité physique a été enregistrée via le nombre de pas mesurés par la montre connectée que vous portiez chaque jour entre janvier 2021 et décembre 2021. Si on regarde vraiment une fenêtre assez large, si on s'intéresse par exemple à la moyenne annuelle de vos pas journaliers, on voit que ça varie entre 9 250 pas par jour et on va dire 9 900 pas par jour selon les départements. Ça correspond à peu près à 1h20 de marche par jour, soit environ 7 kilomètres. À titre de comparaison, si on regarde dans notre base de données chez nous, chez Kipling, pour nos utilisateurs sur l'année 2021, on est plutôt sur environ 7 000 pas par jour. Donc on peut dire qu'on a quand même 30 à 40% de marge en plus pour les participants de l'étude par rapport à une population un peu plus générale. Si on regarde maintenant un peu plus le graphique sur la droite, il représente l'évolution du nombre de la moyenne de pas mensuels pour chacun des départements, qui est représenté par une couleur sur toute l'année 2021. Peut-être un mot quand même pour repréciser qu'on a eu malheureusement un peu de perte, en tout cas, ou de la remontée des données et donc de la participation au fil du programme sur l'ensemble de l'année 2021. Si on regarde par exemple en février 2021, on avait 32 et 53 participants pour le Morbihan et l'Île-et-Vilaine, et on termine pour ces mêmes départements à 8 et 18. Donc voilà, il faut garder à l'esprit qu'on a une population qui peut quand même un peu varier au fil du programme, et donc ce qui peut rendre l'analyse de tendance un peu plus compliquée ou en tout cas délicate. On voit quand même qu'on a plutôt un motif assez similaire entre les départements, avec quand même une activité de marche un peu plus importante sur la période printemps-été qui s'étale, on va dire, de mars 2021 à septembre 2021 versus automne-hiver. On s'intéresse maintenant à l'activité physique modérée qui était calculée par la montre sur la base et de vos pas et de votre fréquence cardiaque qui était mesurée. On voit qu'on a une moyenne à l'année d'environ 2h10 d'activité physique modérée par semaine, avec un pic d'activité plutôt aux alentours de l'été et de début de l'automne. On voit qu'en septembre, on est à près de 3 heures d'activité physique modérée par semaine. Par jour, ça se traduit par une activité physique modérée entre 20 et 30 minutes, avec voilà, une activité un peu plus importante le dimanche, ce qui a été noté. Donc, je vais passer là maintenant la main à ma collègue Noémie, ma collègue médecin, qui va pouvoir remettre un peu plus en contexte, dans un contexte santé, les premiers résultats d'activité physique que je viens de vous présenter. Vous avez maintenant une idée plus précise de vos habitudes en matière d'activité physique, mais qu'en est-il pour le reste de la population française? Les Français font en moyenne 8 000 pas par jour. Pour ce qui est de l'activité physique, des minutes d'activité physique, un adulte sur trois, donc environ 33%, ne suit pas les recommandations qui sont aujourd'hui de pratiquer 30 minutes d'activité par jour. Et enfin, pour ce qui est de la sédentarité, ce qui est le temps passé en position assise ou allongée, en dehors du sommeil bien sûr, il est en moyenne de 5 heures par jour pour les Français, ce qui représente déjà un niveau modéré, en sachant que la sédentarité est un facteur de risque indépendant du niveau d'activité physique. En gros, vous pouvez être sédentaire, donc passer beaucoup de temps en position assise, mais très sportif et courir tous les jours. Un zoom sur les recommandations. Je vous le disais, il est donc recommandé de pratiquer au minimum 30 minutes d'activité physique par jour. Et ces activités doivent être dynamiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que vous ressentiez à minima un léger essoufflement quand vous pratiquez. Donc une marche rapide, du vélo,
Voilà, tout type d'activité en tout cas qui vous fait augmenter la fréquence respiratoire. Et puis, on en parlait, il est également extrêmement important de limiter le temps passé en position assise ou allongée. Il est recommandé de se lever au minimum toutes les 2 heures si vous êtes dans cette position. Alors, pourquoi bouger? Pourquoi est-il important d'avoir une activité physique régulière? Tout simplement parce que cela améliore votre qualité de vie et votre santé globale, que ce soit votre santé mentale ou votre santé physique. L'activité physique réduit un grand nombre de maladies chroniques. C'est aujourd'hui démontré avec un haut niveau de preuve. Elle réduit par exemple le risque de diabète, le risque de dépression et d'anxiété, et aussi de cancer, notamment le cancer du sein et le cancer du côlon. D'autre part, elle améliore donc votre condition physique en général, la qualité également de votre sommeil, on y reviendra, et puis elle renforce la santé osseuse, elle diminue le risque d'ostéoporose et donc de fracture. Quelques conseils pratiques maintenant pour bouger plus. D'abord, si vous occupez un poste sédentaire, il est important, on l'a dit, de casser ces périodes de sédentarité en se levant régulièrement, toutes les heures ou toutes les 2 heures, et puis de limiter aussi le temps passé devant les écrans. Si vous le pouvez, il est intéressant d'alterner la position debout et la position assise. Également important de profiter de chaque moment au quotidien pour bouger, que ce soit aller faire vos courses à pied si vous le pouvez, promener votre chien si vous en avez un, et vous pouvez vous fixer des petits défis comme commencer votre journée par 10 minutes de marche pour instaurer une dynamique active. La littérature scientifique montre également que planifier votre activité sur la semaine vous aidera à augmenter votre niveau d'activité physique. Si vous fixez des objectifs simples et atteignables, cela sera également une aide. Et enfin, pratiquer à plusieurs, donc avec vos proches, amis, famille, est plus motivant. Et pensez également à varier vos activités. Marche, on l'a dit, vélo, gym, tout ce qui vous fera plaisir, c'est le maître mot en termes d'activité physique. Après vous avoir présenté les résultats de l'activité physique, nous allons passer au volet sur le sommeil. Donc sur cette slide, on va parler durée de sommeil des participants de l'étude. Donc à nouveau, si on regarde sur on va dire une échelle ou un angle en tout cas très général, on peut s'intéresser à la moyenne annuelle de l'ensemble des participants, qui est de l'ordre donc de 8 heures 6 minutes par jour. Si on regarde un peu l'évolution de cette durée du sommeil en fonction des différents mois de l'année, on observe voilà, une différence assez conséquente entre la moyenne hiver et la moyenne été, donc 8h30 par jour en hiver versus 7h45 en été, donc soit près de 45 minutes de sommeil en plus l'hiver. C'est quelque chose de très classique qu'on retrouve également en population générale et qui est, voilà, qui est lié directement et aux journées plus longues en été, et également à un ensoleillement beaucoup plus important. Si on regarde maintenant à l'échelle du segment des départements, on retrouve finalement voilà, des moyennes, peu de différence. On retrouve des moyennes de sommeil et globalement entre 8 heures et 8h10 minutes par jour sur l'ensemble des départements. Donc très très peu de différence à l'échelle des différents départements. Et c'est pareil, si à nouveau on regarde l'évolution de la durée du sommeil en fonction des mois, on observe voilà, cette alternance été-hiver qui était présentée à la slide précédente. Et c'est pareil, à nouveau, on peut rappeler quand même qu'on a une perte un peu de remontée de données au fil du programme, entre le début du programme et la fin du programme. Donc, je vais à nouveau repasser la main à Noémie qui va pouvoir remettre un peu en lumière et remettre un peu en perspective ces différents chiffres du sommeil par rapport aux recommandations santé qui existent. Concernant les recommandations maintenant, les experts préconisent de dormir 7 à 9 heures par nuit. Vous êtes donc dans cette tranche, félicitations, ce qui n'est pas le cas de la majorité des Français, puisqu'en moyenne, ils dorment 6h42 par nuit. Et fait plus inquiétant, plus d'un tiers des Français dorment moins de 6 heures. Or, il a été montré que dormir moins de 6 heures est associé à un risque accru de développer certaines pathologies, notamment l'obésité, le diabète de type 2, l'hypertension et aussi certaines pathologies cardiaques. Une dette de sommeil augmente également l'irritabilité, ça joue sur l'humeur et sur la qualité de vie en général.
Donc il est inutile de vous préciser que dormir n'est pas une perte de temps, bien au contraire. On l'a vu, cela permet de réguler l'humeur. Ça régule également l'appétit. Moins on dort et plus on a risque de développer un surpoids. Ça passe notamment par une hormone qu'on appelle la gréline. Ça favorise également la mémorisation et l'attention, des qualités essentielles pour le travail. Et ça booste l'immunité. Et il a été montré qu'on fait moins de rhume si on dort suffisamment. Quelques conseils pratiques pour mieux dormir. Tâchez d'avoir une heure de lever et de coucher stable pendant la semaine, c'est-à-dire dans la mesure du possible, hein, c'est loin d'être évident, mais de vous coucher au même moment en semaine et le week-end. Tout est lié, on l'a dit, pratiquer une activité physique régulière vous aidera également à mieux dormir. Si vous avez des difficultés d'endormissement, vous pouvez également tester des techniques de relaxation, soit basées sur la respiration ou de la méditation par exemple. Il est également extrêmement important de s'exposer à la lumière naturelle, de sortir dehors tous les jours pour favoriser la production d'une hormone qu'on appelle la mélatonine, et puis de limiter tout ce qui est écran, téléphone, ordinateur, dans la mesure du possible, vous aidera également à avoir un sommeil de bonne qualité. Et enfin, je ne vous apprends rien, évitez le café, tout ce qui est excitant, boisson énergisante également. Enfin, pour terminer, important d'avoir un environnement propice au sommeil, c'est-à-dire une chambre obscure, noire, dans laquelle il n'y a pas de bruit, et entre environ 17 et 19 degrés, c'est la température qui est recommandée pour un sommeil de qualité. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Donc notre présentation va se terminer sur le dernier volet qui est consacré au stress. Donc à nouveau, c'est pareil, c'est un paramètre qui a été mesuré, ou en tout cas plutôt peut-être estimé grâce au port de la montre Garmin pendant l'ensemble de la période de l'étude. À propos de la mesure du stress par Garmin, on va peut-être plus parler d'estimation, parce qu'en fait Garmin s'appuie vraiment sur la variabilité de la fréquence cardiaque des participants pour établir un niveau de stress sur la base d'une échelle de 0 à 100. Donc Garmin définit l'échelle suivante, donc de 0 à 25, on est sur un état de repos, de 26 à 50, on est sur un niveau de stress bas, 51 à 75, niveau moyen de stress, et au-delà de 75, sur un niveau de stress élevé. Donc à nouveau, si on regarde sur vraiment une échelle globale de l'étude, on est sur une moyenne annuelle pour l'ensemble des participants de l'ordre de 31. Donc c'est un niveau faible ou un stress bas, en tout cas tel que défini par l'échelle de Garmin. Si on essaie de regarder également un peu les variations un peu mensuelles de ce niveau de stress, on observe que finalement on a très très peu de variété, qu'importe un peu les différentes périodes de l'année. On reste aux alentours de 30 à 31 sur l'échelle de stress définie par Garmin. À nouveau, j'insiste un peu, mais voilà, on est vraiment sur une estimation, on n'est pas vraiment sur une mesure à proprement parler d'un niveau de stress en tant que tel. On est sur voilà, une mesure d'une variabilité de fréquence cardiaque qui, extrapolée, peut conduire à une estimation d'un niveau de stress. Mais voilà, cette variabilité de fréquence cardiaque, elle peut aussi être impactée par d'autres facteurs, notamment au niveau de l'activité physique, également au niveau du niveau de fatigue des participants. Donc voilà, il peut y avoir également quelques biais, en tout cas quelques interférences entre ces paramètres pour la mesure ou l'estimation du niveau de stress quotidien. Si on regarde à nouveau au niveau de chaque département, si on descend à l'échelle du département, on voit que finalement on reste sur des moyennes annuelles très très similaires entre les différents départements. Et voilà, et même si on regarde à nouveau au niveau de l'évolution des différents niveaux de stress en fonction des mois de l'année, on est globalement, on reste sur une échelle très similaire. On est peut-être entre 27 et 33, voire peut-être ici 34, on va remonter à 34 sur l'ensemble de l'année entre les différents départements. Donc globalement, il y a très peu de différences et peu d'évolution au cours des périodes de l'année. Avec toujours également ce rappel que malheureusement, on a également toujours un peu une perte de remontée d'informations au fil du programme. Donc c'est également difficile de se prononcer un peu plus sereinement sur une véritable tendance ou une évolution. Et je vais finalement essayer de, voilà, Noémie, conclure à nouveau côté santé sur qu'est-ce qu'effectivement le stress
et peut-être également quelques recommandations sur comment gérer son stress un peu au quotidien. Avant de vous donner des chiffres concernant la population française, quelques mots sur les autres facteurs qui influencent cette fameuse variation de la fréquence cardiaque. L'âge joue un rôle, plus on est jeune, plus cette variation est importante. L'activité physique également, l'alimentation, le sommeil, des thématiques dont on a déjà parlé, et également le fait d'être fumeur ou non. Tout ça pour vous dire que cette variation de la fréquence cardiaque ne peut pas être expliquée seulement par le stress. Donc les résultats obtenus dans l'étude sont à interpréter avec précaution. Au niveau des chiffres, il n'est pas évident de mesurer le stress au sein d'une population, comme nous venons de le démontrer. Donc il est parfois plus facile d'utiliser un autre indicateur qui est celui de l'anxiété. En France, c'est environ 1 personne sur 10 qui se déclare anxieuse et ce chiffre a largement augmenté pendant les confinements. Cependant, attention, l'anxiété et le stress ne sont pas tout à fait la même chose, puisque le stress, c'est une manifestation, une réaction, si vous voulez, à un danger réel, un danger qui est soit physique ou psychologique, alors que l'anxiété, à contrario, est plutôt une anticipation d'un risque futur, d'un risque à venir, c'est une projection de l'esprit, mais la manifestation de ces deux entités, les manifestations physiques, sont très proches. Alors, comment mieux gérer son stress, puisque nous sommes tous soumis à des situations stressantes? Au risque de me répéter, bien sûr, il faut favoriser une activité physique régulière, une bonne alimentation, bien dormir, beaucoup de choses dont on a déjà parlé, mais également pour le stress, 2 éléments vraiment importants. Le premier, c'est de pouvoir en parler avec votre entourage, partager avec vos amis, votre famille, diminue vraiment le ressenti du stress. Et puis également tester des outils de relaxation, comme la méditation, le yoga ou d'autres techniques respiratoires peuvent vous aider. Et pour terminer en beauté, un mot sur un autre sujet que sont les TMS, les troubles musculo-squelettiques, qui peuvent être définis comme tout trouble de l'appareil locomoteur pour lesquels l'activité professionnelle joue un rôle, soit sur la genèse, le maintien ou l'aggravation de ces troubles. Qu'est-ce qu'on entend par trouble de l'appareil locomoteur? Il s'agit de toute affection d'une zone, d'une articulation souvent, qui peut être liée à une lésion soit d'un muscle, soit d'un tendon ou d'un ligament. Les plus fréquents sont les douleurs de dos ou lombalgie, qui peuvent être favorisées notamment lorsqu'on conduit sur des engins vibrants. Les tendinites de l'épaule, de la coiffe des rotateurs, pour tout ce qui est gestes répétitifs, qui sont des facteurs favorisants. Au niveau du coude également et du poignet, vous avez peut-être entendu déjà parler du syndrome du canal carpien, qui est une compression du nerf médian passant au niveau du poignet. Alors, ces TMS peuvent être expliqués par 3 grands types de facteurs. Tout d'abord, des facteurs biomécaniques, on en a un petit peu parlé, les gestes répétitifs, l'exposition aux vibrations, le port de charge également, et puis des postures de travail qui sont contraignantes. Mais ce ne sont pas les seuls facteurs qui expliquent donc ces TMS, il y a également l'organisation du travail. C'est-à-dire, est-ce que vous devez travailler à une cadence élevée et imposée, avec peu de récupération, par exemple, ou un temps de travail long? Tout ça peut également expliquer la survenue de ces troubles. Et enfin, les machines et les outils utilisés. Alors, pour lutter contre ces TMS, la première chose à savoir est qu'il faut absolument mobiliser tous les acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire les salariés, oui, mais aussi la direction et le management qui peuvent jouer un rôle, notamment par exemple sur la cadence et tous les facteurs organisationnels. À votre échelle, en tant que salarié, vous pouvez diminuer la survenue par exemple en créant des routines d'échauffement et d'étirement, en faisant également des pauses régulières, en optimisant votre poste de travail. Et ça vaut également pour les gens qui ont un travail sédentaire sur écran, bien respecter des règles de positionnement de hauteur d'écran, par exemple. Pensez à bien vous hydrater, au moins 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour. Alternez, si vous le pouvez, les tâches pour limiter les gestes
et les postures répétitives, et puis vous aider d'outils d'aide à la manutention pour limiter le port de charge.